Bonjour à tous et Merci. bienvenue. Merci de participer aussi nombreux à ce deuxième webinaire Trajectoire for Good dédié au sujet carbone. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anaïs Frojon. Bonjour à tous. Je suis moi-même Adeline Labelle, responsable de People for Impact. People for Impact, c'est une communauté d'experts indépendants, d'experts freelance. Ils sont plus de 1500 aujourd'hui à nous avoir rejoints, tous spécialisés dans les domaines de la RSE et du développement durable. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anaïs, qui fait partie de la communauté, qui est experte des sujets carbone et qui va nous parler aujourd'hui de tout ce qui concerne les trajectoires bas carbone, les stratégies de décarbonation. On va commencer par prendre un petit peu de hauteur, notamment au niveau planétaire. Anaïs, est-ce que déjà tu veux te présenter et ensuite on rentrera vraiment dans le vif du sujet? Donc, enchantée. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Frojon et je suis devenue experte carbone lorsque je travaillais au sein du département développement durable de EY, où je me suis spécialisée sur ces sujets-là en intervenant sur plusieurs missions de stratégie de décarbonation pour plusieurs entreprises. Aujourd'hui, je travaille du coup en freelance, beaucoup avec People for Impact, où je suis spécialisée sur toutes les missions de stratégie de décarbonation, de mitigation, et ou plusieurs missions sur le sujet du climat et du carbone en particulier. Et Mais... aujourd'hui, ah non, excuse-moi, j'avais juste quelque chose à rajouter. Vas-y, vas-y. Du coup, aujourd'hui, j'ai lancé ma société qui s'appelle Decarb Consulting. Et donc, on est deux. Je suis du coup avec un associé où lui s'occupe plutôt de la partie bilan carbone, fresque du climat, atelier de tonnes, atelier de sensibilisation. Et moi, plutôt de la partie pour aller plus loin, comment se fixer une trajectoire de décarbonation, comment se fixer des objectifs, comment réduire son scope 1, son scope 2, son scope 3 et comment compenser. Merci Anaïs. Alors du coup, au niveau planétaire, justement, on parle de trajectoire bas carbone, de 1,5. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on a voulu pour ce webinaire prendre effectivement un petit peu de hauteur et rappeler le pourquoi on parle de 1,5 degré, pourquoi on parle de net zéro, pourquoi il faut en fait réduire ses émissions en tant qu'entreprise. En fait, trop souvent, on trouve que les entreprises et aussi les consultants, on parle de décarbonation, de target SBTI, on a beaucoup d'ambition, l'ambition d'être le leader du climat dans ce secteur. On rentre dans des courses aux déclarations, des déclarations de neutralité carbone, de net zéro. Et à côté de ça, en tant qu'employé, on voit tout se passer dans les journaux, sur son fil LinkedIn, de nombreux articles alarmants, les derniers rapports du GIEC. Et on se dit, voilà, on s'imprime ça, on va le lire parce qu'on sait que c'est extrêmement important et qu'on veut savoir et on veut agir. Mais en même temps, on est submergé d'informations, on a d'autres impératifs, on n'a pas le temps. Et donc, en fait, c'est un peu l'inaction généralisée. Et donc, si on devait retenir qu'une seule chose des avertissements du GIEC, en fait, ce serait quoi? Le 1,5 degré, il est extrêmement important. Pourquoi 1,5 degré et pourquoi pas 2 degrés? Lors des accords de Paris, la target de 1,5 degré a été choisie plutôt que 2 degrés parce que l'écart en fait entre 0,5 degré de température, l'impact de l'écart sur le climat est extrêmement conséquent. On peut parler de la disparition des espèces. On voit que entre 1,5 et 2 degrés, la disparition d'espèces de végétaux double, passe de 8% à 16%. Pour le corail, entre 1,5 degrés et 2 degrés, l'écart est également abyssal. En gros, à 2 degrés, il n'y a plus de corail. Au niveau des personnes touchées par le niveau des océans et la sécheresse, on voit aussi que l'écart est abyssal. Et en fait, l'accord de Paris dit du coup qu'il faut stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 degré. En fait, l'horizon, c'est 2100. Et pour cela, il faut atteindre le net zéro en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, le net zéro avant 2050. Qu'est-ce que le net zéro? Merci Héloïse, c'est parfait. Le net zéro, en fait, c'est une stabilisation
de l'état des émissions au niveau planétaire entre les émissions d'une part et les puits de carbone d'autre part. En fait, à 1,5 degré, on arrive à un équilibre, comme on voit sur la partie droite du graphique, entre les émissions et les absorptions. Et on voit que pour atteindre ça, en fait, il faut que du coup, la planète réduise les émissions liées à l'activité humaine de 90% à horizon 2050. Donc, on a d'une part un budget à respecter. Voilà, c'est en gris sur le graphique, on ne voit pas très bien, mais le budget, il est de 500 gigatonnes à l'échelle planétaire. Un budget à respecter. Et de l'autre côté, on parie sur un retrait total de l'atmosphère possible de 20 à 40 gigatonnes de CO2. Donc, on voit qu'il y a un potentiel d'absorption. On mise sur un potentiel d'absorption, mais c'est vraiment des quantités qui sont toutes relatives par rapport au budget de 500 gigatonnes qu'il faut respecter. Donc, on ne peut pas tout miser sur les crédits de carbone. Il y a une décarbonation de sa chaîne de valeur qui est absolument indispensable. Et donc, excuse-moi. Du coup, la compensation, c'est un concept qui est planétaire. On parle de compensation au niveau planétaire. Je dis ça parce qu'on parle beaucoup de compensation au niveau de l'entreprise. En fait, c'est un abus de langage. On peut uniquement parler de compensation au niveau planétaire. Et la compensation, c'est le net zéro, la stabilisation des émissions. Donc, on peut parler du coup, dans un premier temps, du budget. Ensuite, on parlera un petit peu des puits carbone. Donc, le budget de 500 gigatonnes, comment il se compose? En fait, ici, on voit sur la partie droite, du coup, le budget, on retrouve à peu près les 500 gigatonnes. Ça, ce sont les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, où on voit qu'en fourchette basse, on a 400 gigatonnes de budget, en fourchette haute, 480 gigatonnes. Et ce budget est en gros réparti entre les différents secteurs, l'énergie, le transport, l'industrie, le bâtiment. On voit sur la base des émissions de 2019 que, en gros, si on ne change rien, les émissions totales entre 2020 et 2050 seront de 1065 gigatonnes. Donc, on voit qu'il faut absolument que les entreprises agissent pour pouvoir réduire et passer sous la barre des 500 gigatonnes. Louis, tu peux passer à la slide suivante. Les puits de carbone maintenant. Donc les puits de carbone, en fait, c'est quoi tout simplement? Ce sont les crédits carbone qui sont liés à des projets vraiment d'absorption de GES de l'atmosphère. En fait, il y a énormément de sortes de crédits carbone différents. Et ici, sur cette slide, je me présente uniquement les puits de carbone, c'est-à-dire les crédits carbone qui sont associés à des projets d'absorption de CO2 de l'atmosphère. Il y a beaucoup aussi de crédits carbone qui sont liés à des projets d'évitement ou de réduction des émissions. Donc ici, il y a deux parties en fait sur cette slide, uniquement sur les projets d'absorption de CO2, les projets de restauration de la nature et les projets qu'on appelle carbon engineering, donc les solutions artificielles créées par l'homme. Donc, je n'ai pas tous les cités, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est l'extrême diversité des solutions qui sont possibles. Et en fait, toutes ces solutions, surtout les solutions de carbon engineering, sont des solutions qui sont très récentes, qui sont à développer et donc qui nécessitent des financements pour être développées. Donc tout ça, ça représente à peu près un potentiel de 20 à 40 gigatonnes de puits de carbone supplémentaires dans l'atmosphère à horizon 2050 pour aider au net zéro. Donc on voit que c'est qu'une aide par rapport aux 500 gigatonnes de budget. Merci Anaïs. Alors, on a vu qu'au niveau de la planète, ce sont des chiffres vertigineux. Je suis une entreprise, je veux engager donc j'ai fait mon bilan carbone, je veux engager une stratégie de décarbonation. Quelle est la marche à suivre? En fait, effectivement, c'est un sujet du coup qui est d'actualité pour les entreprises. En fait, le sujet est d'actualité dans toutes les sphères de la société, que ce soit les entreprises, les citoyens, les États. Je ne sais pas si vous connaissez, certains doivent connaître ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, qui est en fait un triangle où il y a à chaque côté, du coup, les citoyens, les États, les entreprises. Et en fait, chacun, en gros, renvoie la balle à l'autre. L'entreprise attend que ses clients, que la demande de ses clients change, que des lois sortent pour agir. Et en fait,
du coup, pareil, les citoyens et les États attendent que les autres parties se responsabilisent. Et en fait, du coup, personne ne fait rien et c'est le triangle de l'inaction. Et donc, comment on sort de ce triangle de l'inaction? On s'en sort en se responsabilisant et en faisant comme si, en fait, on était les seuls à pouvoir agir. Et donc, il faut que les entreprises fassent comme si elles étaient les seules à pouvoir agir pour, euh, pour, euh, pour sauver le climat, en fait. Euh, l'entre- L'entreprise, du coup, reçoit de multiples pressions de chaque part, de la part de ses clients, de ses investisseurs, des associations, des employés pour agir. Et donc, elles se demandent toutes quelle est la marche à suivre pour s'engager dans une stratégie de décarbonation. Donc, ce que je vous ai présenté sur cette slide, c'est en fait le tableau de bord Net Zero Initiative qui a été élaboré par le cabinet de conseil Carbone 4 que vous connaissez certainement tous. Pourquoi du coup, je montre ce tableau de bord ici? Parce qu'en fait, je considère que c'est le référentiel le plus complet, le plus holistique, le plus rigoureux qui existe aujourd'hui pour parler de climat, de stratégie de décarbonation et de stratégie de mitigation. Je trouve que la sémantique, quand on parle de carbone, a un rôle clé parce que les enjeux de communication pour les entreprises sont extrêmement importants. Les entreprises veulent toutes pouvoir être valorisées sur leur stratégie de décarbonation. Et donc, pour éviter tout risque de tomber dans le greenwashing, qui est aujourd'hui extrêmement dommageable pour une entreprise, il faut beaucoup insister sur le choix des mots et il faut être très rigoureux sur la façon dont l'entreprise reporte ces différentes actions. Qu'est-ce qu'on appelle, du coup, ici, tu peux peut-être afficher encore après, il y a un petit bloc supplémentaire, je pense, Louise. Si tu affiches, ouais, exactement. Ici, du coup, j'ai identifié deux termes qui sont les stratégies de mitigation du changement climatique, qui englobent du coup tout ce tableau-là, et la stratégie de décarbonation, qui englobe uniquement ce qu'on a le pilier A, que Carbone 4, du coup, a appelé je réduis mes émissions de GES. En fait, ce qu'on appelle la stratégie de décarbonation. Le SBTI, que vous connaissez certainement tous et dont on parlera plus tard dans cette présentation, propose cette définition. Je le dis en anglais, hein, je cite, The process by which CO2 emissions associated with energy, industry and transport are reduced or eliminated. Donc, le processus par lequel les émissions de gaz à effet de serre associées à l'énergie, à l'industrie et au transport sont réduites ou éliminées. Donc, stricto sensu, dans une stratégie de décarbonation, il n'y a pas de notion d'offset, de compensation, de neutralisation, de carbone neutral, de net zéro, de crédit carbone. Il n'y a rien de tout ça, il y a juste la réduction de ces émissions de scope 1, scope 2, scope 3. Par abus de langage et par simplification, ce qu'on appelle communément une stratégie de décarbonation, c'est en fait une stratégie de mitigation parce que ça englobe du coup tout ce qui est crédit carbone, etc. Le GIEC il définit la mitigation comme ceci. Je cite encore une fois en anglais. A human intervention to reduce emissions or enhance the sinks of greenhouse gases. Donc, une intervention humaine pour réduire les émissions ou améliorer les puits de carbone, les capacités d'absorption de GES de la planète. Donc une fois qu'on a fait cette petite introduction thématique, on peut s'intéresser du coup à ce graphe de Carbone 4, donc du Net Zero Initiative. Net Zero Initiative, c'est un référentiel qui a été écrit par Carbone 4 et qui a pour ambition d'englober tous les différents leviers existants à l'échelle de l'entreprise pour impacter positivement le climat à l'échelle planétaire. Donc, je vais présenter un petit peu le graphe. En fait, du coup, le premier bloc, donc ce que j'ai appelé la stratégie de décarbonation stricto sensu, c'est en fait toutes les actions de réduction de ces émissions de scope 1, de scope 2 et de scope 3. Et donc, on va faire un gros focus là-dessus dans cette présentation. Ensuite, les deux autres blocs, le bloc B et le bloc C, c'est là qu'on englobe toutes les actions que l'entreprise peut mettre en place pour éviter des émissions chez elle, dans sa chaîne de valeur et en dehors de sa chaîne de valeur, et retirer du carbone de l'atmosphère dans sa chaîne de valeur, mais surtout en dehors de sa chaîne de valeur. On pourra peut-être rentrer dans les détails de ce que signifient les différents blocs un peu plus tard dans les questions, si certains ont des questions sur le référentiel. Je pense qu'on peut passer à la suite maintenant.
Donc, on a vu que en fait, les entreprises avaient plusieurs leviers pour agir positivement pour le climat. Et en fait, on va s'intéresser dans cette présentation au levier numéro 1, le plus important, qui est la réduction de ces émissions. Pourquoi c'est le plus important? Parce que pour la plupart des entreprises qui, par essence, ne contribuent pas à la décarbonation de leur écosystème, par exemple, toutes les entreprises qui ne sont pas des services, euh, par exemple, qui fabriquent des voitures électriques et qui, par essence, du coup, vont proposer une solution à la société pour que la société puisse réduire ses émissions, elles n'ont pas la possibilité d'agir autrement qu'en limitant son propre impact. Donc c'est pour ça qu'en fait, tous les organismes insistent pour dire que le plus important, la priorité pour les entreprises, c'est ce que Carbon 4 du coup appelle le pilier A, c'est réduire ses émissions de GES, à la fois chez elle, donc sur ses émissions de scope 1 et 2, et dans sa chaîne de valeur, donc c'est-à-dire le scope 3. Merci Anaïs. Donc, tu as mentionné tout à l'heure et encore maintenant SBTI, les Science-Based Target Initiative. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont les grandes étapes, notamment pour une entreprise, lorsqu'on veut se fixer des objectifs au regard des SBTI? Oui, tout à fait. D'abord, les grandes étapes du coup de la réduction des émissions. Pour illustrer, est-ce que tu peux revenir juste un petit peu là sur la slide précédente, Héloïse? Merci. Donc, les grandes étapes, en fait, qui sont essentielles à la fixation d'objectifs sur SBTI, c'est du coup calculer dans un premier temps ces émissions, et ça a été l'objet du webinaire d'hier sur le bilan carbone. Ensuite, se fixer des objectifs de décarbonation, et aujourd'hui, du coup, le seul organisme qui existe, c'est les SBTI, on va en parler juste après. Et enfin, la dernière étape pour réduire ces émissions de GES, c'est élaborer son plan d'action et suivre la mise en œuvre de ce plan d'action. Et là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Et pour moi, la plus à jour et la plus efficace, c'est la méthode ACT qui a été développée en partie par l'ADEME. Donc, pour se concentrer aujourd'hui sur le SBTI. Le SBTI, c'est une initiative qui est un partenariat entre plusieurs organismes, le CDP, le United Nations Global Compact, le WRI, World Resources Institute, et l'association WWF. Auparavant, le SBTI donnait à disposition des référentiels et proposait des validations d'objectifs uniquement court terme. Donc, c'est-à-dire, à l'époque, c'était du coup à horizon 15 ans maximum. Aujourd'hui, le SBTI a lancé une approche qui est beaucoup plus holistique et qui englobe les approches court terme, qui sont appelées le SBTI Net Zero Standard, et qui est le référentiel que je présenterai aujourd'hui, car c'est celui-ci qui répond à l'impératif planétaire que nous avons vu en première partie et qui est la stabilisation des émissions à 1,5 degré en 2050. Donc, ce schéma, en fait, c'est vraiment le principal schéma à retenir du SBTI et du référentiel net zéro du SBTI. Donc, je vais expliquer en détail les 4 blocs qui sont présentés sur ce schéma-là. On voit le point numéro 1, to set near-term SBT à 5 à 10 ans. Donc, en fait, ici, en fait, il est représenté sur le graphique une diminution de ces émissions à court terme. C'est les anciennes targets court terme du SBTI. Le point numéro 2, c'est la target long terme pour répondre à l'impératif de 1,5 degré. La diminution à atteindre pour les entreprises, en général, c'est moins 90%, ce qui est énorme. En fait, une entreprise, il est indispensable pour que l'entreprise soit alignée avec 1,5 degré, qu'elle réduise ses émissions de GES d'au moins 90%, à peu près en moyenne selon les secteurs, avant 2050. C'est une réduction énorme qui implique des énormes changements de business model. On ne peut pas passer sans ça. Le troisième élément, c'est que le SBTI appelle Beyond Value Chain Mitigation, donc la mitigation des émissions de CO2 au-delà de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, je cite le SBTI dit « In the transition to net zero, companies should take action to mitigate emissions beyond their value chains. For example, purchasing high-quality jurisdictional REDD+ credits
or investing in direct air capture and geological storage. Le point numéro 4, ce qu'ils appellent neutralization of residual emissions. Il s'agit en fait ici de l'achat de crédits carbone qui sont associés à de l'absorption de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Alors que sur le 3, en fait, c'est l'ensemble des crédits carbone, des solutions et des solutions de crédits carbone qui existent et qui peuvent être à la fois de la réduction, de l'évitement ou de l'absorption de CO2. Pour neutraliser ces émissions résiduelles, donc on voit sur le bout du graphique, qui correspond à peu près à un horizon 2050, le SBTi dit qu'une fois qu'on est arrivé à ces moins 90%, il reste du coup des émissions résiduelles. Et ces émissions résiduelles, il faut les neutraliser. Et du coup, entre autres, en achetant des crédits carbone qui sont liés à des projets d'absorption de CO2 de l'atmosphère. Ces projets d'absorption de CO2 de l'atmosphère, on en a parlé du coup en première partie de ce webinaire à l'échelle planétaire. On a dit les différents flux de carbone qui pouvaient exister, que ce soit nature-based ou engineered. Les crédits carbone les plus connus sont les crédits carbone associés à des projets de reforestation, de protection de la forêt et de plantation des arbres en fait. Tous ces crédits carbone-là peuvent être utilisés soit pour le point numéro 3, donc mitigation beyond value chain, soit pour la neutralisation de ces émissions résiduelles. Sur cette slide, du coup, je fais un rappel, si on voit sur la droite, le pilier A, pilier B, pilier C, pour articuler en fait la vision SBTi et la vision de Carbone 4 dans son net zéro initiative. En fait, le SBTi englobe dans son net zéro standard plusieurs aspects de la stratégie de mitigation que le net zéro initiative répartit dans différents piliers. Donc, le pilier A de net zéro initiative, c'est réduire ses émissions de GES, et donc ça correspond aux objectifs 1 et 2 du SBTi, de se fixer des objectifs court terme et long terme. Le point numéro 3, c'est que ça correspond en fait au pilier B du net zéro initiative, contribuer financièrement à éviter les émissions de CO2 hors de sa chaîne de valeur. Et le point numéro 4, neutraliser les émissions résiduelles, correspond en fait au pilier C de NZD, contribuer financièrement à des projets d'absorption de CO2 hors de sa chaîne de valeur. Il faut savoir du coup que Carbone 4 se veut le plus possible aligné avec le SBTi, parce que le SBTi fait référence mondialement, mais il est quand même important de noter quelques différences conceptuelles entre NZD et le SBTi. NZD rejette le concept même de neutralisation des émissions résiduelles à l'échelle de l'entreprise. En gros, ils disent qu'il n'y a pas de soustraction possible du carbone entre le pilier A et le pilier C, alors que le SBTi accepte un concept de soustraction pour neutraliser les émissions résiduelles. Dans les faits, dans l'action, les deux organismes sont complètement d'accord sur le fait que investir dans des solutions de mitigation et de neutralisation, c'est indispensable. De même, le SBTi accepte, et beaucoup d'entreprises qui ont déjà une target SBTi utilisent ce levier, que les objectifs sur le scope 2, donc sur toutes les émissions qui sont liées surtout à la consommation d'électricité, soient fixés en market-based, c'est-à-dire avec prise en compte de l'achat d'électricité verte, de garantie d'origine, ou de virtual PPA dans l'atteinte de cet objectif. En fait, la plupart des entreprises qui se fixent des targets SBTi, elles ont un objectif sur le scope 1 et 2. Et en fait, il est très simple, moyennant un investissement supplémentaire pour les entreprises, de réduire quasiment à néant leur scope 2 en achetant des garanties d'origine ou en souscrivant un contrat d'électricité verte qui revient au même. Mais en fait, les garanties d'origine sont extrêmement critiquées parce que leur impact est très controversé, leur impact réel. Et donc, pour pallier à ce problème-là, en fait, Carbone 4, leur position, c'est de dire, en fait, l'achat des garanties d'origine, en l'absence de cohérence spatio-temporelle entre la consommation d'électricité et les garanties d'origine qui sont achetées, ça relève de la contribution financière à l'évitement d'émissions de CO2 en dehors de sa chaîne de valeur, et donc ça relève du pilier B.
Et donc, en ce sens, Carbone 4 encourage les entreprises à se fixer des objectifs sur le scope 2 en location-based uniquement. Et je trouve que c'est assez important de le rappeler. Anaïs, j'ai une question de Karl Ouais. qui demande si tu peux préciser ce qu'est les Virtual PPA. Alors, les Virtual PPA, en fait, les PPA, c'est l'acronyme pour Power Purchase Agreements. C'est en fait des accords d'achat d'électricité directement avec les producteurs d'énergie, donc d'énergie renouvelable en l'occurrence. Et sur les Virtual PPA, en fait, il n'y a pas de liaison directe électrique entre la production d'électricité et la consommation. C'est une liaison qui est virtuelle, c'est juste un contrat. Sauf que parfois, on peut du coup inclure dans ce contrat une exigence de cohérence spatio-temporelle entre la production d'électricité et sa consommation. Très clair. Ok. Excuse-moi. Oui, Oui. pardon. Vas-y, continue. Non, mais c'est bon, en fait, excuse-moi. On peut passer à la slide suivante. J'ai une deuxième Ouais. question, parce que je pense que ça va dans le fil. Qu'entend-on précisément par market-based? Ouais. Alors, c'est un concept qui est effectivement un petit peu compliqué. Quand on reporte ses émissions de scope 2, donc liées à sa consommation d'électricité, le GHG protocole, qui fait référence du coup pour le reporting des émissions au niveau international, propose deux méthodes, le location-based et le market-based. Le location-based, en fait, c'est la méthode par défaut. En gros, on utilise des facteurs d'émission qui sont liés à l'endroit, à la géographie, à la géographie de là où l'électricité est produite. Pour le market-based, en fait, on peut utiliser des facteurs d'émission qui sont différents, qui sont propres à ces contrats et à ces achats d'électricité. Donc, par exemple, en market-based, si on a souscrit un contrat d'électricité verte avec EDF pour l'ensemble de ses bureaux, en fait, on peut utiliser le facteur d'émission 0 pour l'ensemble de cette consommation-là et dire qu'en fait, il n'y a pas d'émission liée à la consommation d'électricité couverte par un contrat d'électricité verte avec EDF. Très clair. Merci, Anis. On passe à la slide suivante. Donc ça, on peut passer également, c'était un rappel en fait de ce que j'ai expliqué précédemment, de l'imbrication des référentiels qui sont le SBTI et Net Zero Initiative. Les blocs qui sont surlignés ici en jaune, rouge, bleu, ce sont les blocs qui sont communément intégrés à ce qu'on appelle une stratégie de mitigation. Donc réduire ses émissions, contribuer financièrement à des projets additionnels d'émissions évitées, donc ce sont en gros des crédits carbone qui sont liés à la réduction et l'évitement des émissions, et contribuer financièrement à des projets additionnels d'absorption de CO2, donc qui sont globalement des crédits carbone qui sont associés à l'absorption de CO2 de l'atmosphère. Et donc ces trois blocs-là font partie du SBTI Net Zero. Donc maintenant, si on se concentre du coup sur le SBTI concrètement, qu'est-ce que ça implique de se fixer une target avec le SBTI? Déjà, et c'est pas sur cette slide, mais très concrètement, en gros, les grandes étapes de la procédure avec le SBTI, c'est signer ce qu'ils appellent une commitment letter. Donc, quand on décide qu'on veut se fixer un objectif 1,5 degré, dans un premier temps, on contacte le SBTI, on dit qu'on veut s'engager, on signe ce qu'on appelle une commitment letter, et à partir de là, on a 2 ans pour faire valider ses objectifs. Ensuite, il faut faire ses calculs. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, la plus longue, avec les référentiels qui sont mis à disposition par le SBTI et soumettre son dossier sur le site du SBTI. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un délai qui est aujourd'hui assez long parce que le SBTI est surmené par rapport à toutes les entreprises qui veulent faire valider leurs objectifs. Le délai aujourd'hui, c'est octobre-novembre, en fait, pour que le travail de revue du SBTI démarre. Puis, une fois que le travail du SBTI a démarré, en gros, en 1 mois, s'il n'y a pas de problème, le SBTI valide les objectifs et les publie, et les entreprises peuvent faire son claim 1,5 degré et net zéro. Ça vaut également pour les targets les objectifs uniquement court terme. Il y a ces délais-là également. Donc, le processus en entier est assez long, prend un peu moins d'1 an. Avec une grosse période du coup de blanc où on attend que le SBTI puisse commencer sa revue. Quelles sont les phases du coup
quand on calcule et quand on veut se fixer les objectifs, quels sont les différents paramètres, on va dire, à prendre en compte. Donc, c'est inscrit sur cette slide. L'année de référence et l'année cible. L'année de référence, en gros, il faut qu'elle soit récente. Le SBTI, il y a une tolérance de 2 ans. On peut prendre, en gros, aujourd'hui en 2023, on pourrait prendre 2021 comme année de référence pour se fixer les objectifs court terme et long terme. L'année cible, auparavant, c'était 15 ans. Aujourd'hui, c'est pour court terme, les objectifs court terme, c'est 5 à 10 ans maximum. Donc, en gros, pour une entreprise, aujourd'hui en 2023, en fait, les entreprises peuvent se fixer un objectif à 2033 au maximum sur le court terme. Pour le long terme, en fait, c'est un peu différent. Il s'agit d'abord de choisir son année cible qui peut être inférieure à 2050, 2040 pour les entreprises dans l'électricité. Et il faut en gros calculer le potentiel de réduction d'entreprise à cette année. C'est d'estimer ça. Et en fonction du résultat, il faut ajuster si besoin l'année cible. Généralement, les entreprises choisissent 2050 ou 2040, enfin, en tout cas un chiffre rond, pour fixer cet objectif long terme. Le bilan carbone, donc ça a fait l'objet du webinaire précédent, mais le bilan carbone, du coup, le SBTI, il y a des exigences pour le bilan carbone. Il doit être exact et vérifiable. Il faut qu'il couvre toutes les filiales de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas exclure une de ses filiales, même si celle-ci a déjà une target SBTI. Et il faut que le bilan carbone soit conforme au GHG protocole, qui est du coup le référentiel international. Il y a des petites différences, mais il me semble que ça a été évoqué hier avec la méthode française. Au niveau de périmètre, pour un objectif court terme, sur les scopes 1 et 2, il y a des exigences le SBTI a des exigences de périmètre. Il faut que le bilan carbone couvre 95% des émissions de scope 1 et 2 et 67% du scope 3 pour une entreprise dont le scope 3 est conséquent, c'est-à-dire plus de 40%. Pour les targets long terme, les seuils sont beaucoup plus exigeants. Pour le scope 1 et 2, c'est toujours 95%, mais pour le scope 3, ça passe à 90%. Donc, en fait, il faut qu'une entreprise ait calculé 90% de ses émissions à horizon 2050 pour pouvoir se fixer une target long terme net zéro. Il y a plusieurs méthodes qui sont à disposition pour calculer du coup ces objectifs. Ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de si on fixe la target si on veut fixer la target sur les scopes 1, 2 ou 3, si on veut un objectif court terme ou long terme, si le SBTI a prévu une trajectoire de décarbonation qui est spécifique aux secteurs qui sont concernés par les émissions qu'on veut targeter. Et selon la nature des émissions et donc de l'objectif, il y a plusieurs méthodes qui sont éligibles. Donc, les méthodes, je les ai mises sur cette slide. On ne va pas toutes les citer parce que c'est assez compliqué. Mais en gros, il y a la méthode de contraction absolue qui correspond au fameux moins 4,2% par an que certains connaissent bien. Les méthodes de convergence en intensité physique. Donc, c'est là qu'on va utiliser les fameux calculs SDA du SBTI. La méthode de contraction en intensité physique ou économique. Donc là, c'est des objectifs de réduction qui sont fixes à moins 7% par an court terme et à moins 97% sur le long terme. Et il existe également des possibilités de fixer des objectifs sur la consommation d'électricité d'origine renouvelable qui sont du coup à 100% à horizon 2030. Mais pour les raisons du coup évoquées précédemment, je déconseille de fixer cet objectif-là parce que en gros, ça va bientôt être, à mon avis, communément admis que c'est trop facile pour une entreprise d'acheter des crédits carbone et d'avoir une target validée. Et il y a également la possibilité de se fixer un objectif sur l'engagement des fournisseurs ou des clients. Donc en affichant un pourcentage d'émissions couvertes avec une deadline de 5 ans en gros pour ces fournisseurs, pour que ces fournisseurs aient une target alignée avec 1,5 degré. Merci Anaïs. J'ai une question de Nicolas qui demande s'il y a des formations SBTI ou NZI. NZI, je ne pense pas. Mais il faudrait vérifier, mais je ne pense pas. Pour le SBTI, il n'y a pas vraiment de formation, mais il y a en fait des référentiels qui sont très nombreux et très complets. Et en fait, pour se former, il suffit de tout lire. Mais en tout cas, je pense que c'est facile en fait de se former aux deux. Dans les deux cas, il y a des référentiels qui sont très complets et en fait, n'importe qui désirant d'être sachant sur le sujet a la possibilité de lire les référentiels
et de pouvoir appliquer les critères, en fait. Oui, comme tu l'as fait, et en même temps le pratiquer Exactement. en Voilà, accompagnement donc, les entreprises. moi, j'ai fait aucune formation, mais effectivement, il faut lire les docs, quoi, qui sont compliqués. Et c'est vrai que pour, euh, pour arbitrer entre ce qui est important et ce qui est plus accessoire, il faut avoir effectivement l'expérience sur des cas précis, des cas particuliers, pour pouvoir faire le tri ensuite. Très bien. Donc, on a fixé les objectifs. Maintenant, comment on fait concrètement pour réduire ces émissions et respecter ces engagements? Mm. Donc, je vais d'abord parler des scopes 1 et 2. On va différencier en fait le plan d'action les plans d'action possibles pour réduire ces émissions sur les scopes 1 et 2 et sur le scope 3. Sur le scope 1 et 2, donc qui sont les émissions liées à la consommation d'énergie, soit directement sur site, soit liées à la consommation d'électricité et de chaleur urbaine, qui sont du coup des émissions qui ont lieu plus en amont au niveau des centrales de production de l'électricité. Et en fait, du coup, la première partie du plan d'action qui est indispensable, c'est de se fixer une trajectoire sur les scopes 1 et 2. Et les actions possibles sur les scopes 1 et 2, ce sont du coup des mesures de sobriété et d'efficacité énergétique uniquement. Il y a également des solutions de changement de mode d'énergie, par exemple, plutôt passer sur l'électricité plutôt que de la consommation de gaz ou de fuel, si on est dans un pays où le facteur d'émission d'électricité est assez bas, comme c'est le cas en France. Mais là, ici, on va se concentrer sur les mesures de sobriété et d'efficacité énergétique. La première étape, qui est extrêmement importante et qu'il faut absolument pas négliger, c'est d'identifier des actions qui sont déjà mises en place ou qui sont aujourd'hui en projet dans l'entreprise pour du coup réduire sa consommation d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique de ses opérations ou de ses bâtiments. Il est très important de recueillir le retour d'expérience des différentes équipes, des équipes qui sont sur le terrain et qui implémentent les actions, même d'aller interroger son fournisseur de luminaires, par exemple, pour lui demander où est-ce qu'on en est, quel est le point de départ, combien aujourd'hui il reste de lampes halogènes dans les bâtiments d'entreprise, pourquoi en fait il en reste autant s'il en reste beaucoup, et pourquoi parfois c'est pas possible de passer au LED, des cas vraiment très concrets comme ça. Ça permet d'être réaliste pour pouvoir se fixer des objectifs au cas par cas sur les différentes actions. La deuxième étape, c'est de calculer le potentiel de réduction que représentent les différentes actions. Donc, les différentes actions, on va le voir juste après, mais en fait, souvent, sur des bâtiments, en tout cas, c'est toujours les mêmes. Donc, les LED, le management de la température, l'efficacité énergétique des équipements électriques, etc., etc. Il est possible de calculer un potentiel de réduction en faisant des hypothèses de scénarios. Donc, par exemple, on se dit, aujourd'hui, on sait que globalement, il y a 10% en trop de consommation des luminaires parce que les employés oublient d'éteindre les lumières en partant. Et donc, on va en gros mettre soit une horloge, soit insister sur des guidelines pour éteindre la lumière. Et en fait, on estime qu'il y a un gain de tant de mégawattheures associés à cette action et donc un gain de tant de tonnes de CO2 en conséquence. Il est possible ensuite de calculer par action le niveau d'investissement et le niveau du coup d'OPEX qui est nécessaire pour implémenter l'action. Et donc, cet indicateur peut servir à faire des arbitrages entre les différentes actions. Et pour se concentrer, par exemple, en premier temps, sur les actions qui ont un gros impact et qui ne coûtent pas très cher. Il y en a beaucoup des actions comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fixé du coup, ces potentiels de réduction, qu'on a calculé le potentiel, on peut se fixer des indicateurs de suivi et de performance pour suivre dans le temps l'implémentation de ces actions, le déploiement de ces actions. C'est en fait essentiel pour pouvoir prouver en fait qu'on avance vers son objectif de décarbonation. C'est essentiel de voir action par action si on arrive à le déployer correctement. Et donc pour cela, on fixe des KPI et la fixation de ces KPI et les conséquences, bien sûr, sur le reporting de l'entreprise. On peut être du coup forcé d'aller chercher les informations
qu'on ne reportait pas précédemment dans l'unique but de voir comment on avance sur ta stratégie de décarbonation. Je passe à la slide suivante. Merci. Ici, du coup, c'est un exemple de la distribution du coup, d'un rendu final sur les scopes 1 et 2 des actions de réduction des émissions, des actions d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique. En bas sont notées en fait toutes les actions qui ont été choisies pour l'entreprise. Donc, c'est en anglais, mais l'électrification de la flotte de véhicules, la temperature management, management de la température de consigne, le relamping des LED, l'achat d'appareils de basse consommation, la management de management de température parce que ça impacte les scopes 1 et le scope 2, le lighting management, etc. Et en fait, ce graphe montre que avec l'implémentation de toutes ces actions de scope 1 et 2, on peut arriver à calculer du coup combien ça représente en tout entre le 2019 et 2025, qui est ici l'objectif, du coup, l'année d'objectif de l'entreprise pour réduire ses émissions. Donc ce graphe est assez intéressant parce que en gros, ça fait le lien entre toutes les actions de réduction qui sont mises en place et la target qui va pouvoir être soumise ensuite au SBTi, qui est du coup ce moins X%. Dans le cadre de cet exemple, c'est pour rebondir sur une question qui vient de nous être posée. C'est un sujet qui a été porté par qui en interne? L'équipe RSE. L'équipe RSE. Tout dépend de la taille de l'entreprise, mais généralement, c'est soit l'équipe RSE, soit le responsable carbone s'il y en a un, ou parfois par la direction, c'est CNPM. Merci. On passe au scope 3. Alors, le scope 3, on va en parler très, très brièvement. C'est la slide d'après, parce que ce sera l'objet du webinaire de demain. Exactement. Donc le webinaire de demain se concentrera sur les leviers possibles pour diminuer son scope 3. En fait, le scope 3, c'est toujours beaucoup plus compliqué de l'évaluer et c'est toujours beaucoup plus artistique, on va dire, d'imaginer des leviers de réduction sur son scope 3. Et donc, forcément, on va un peu reculer, être un petit peu plus high level quand on parle de scope 3. Et il sera toujours possible de calculer en fait les potentiels de réduction associés à chaque poste de son scope 3. Et il faut plus être high level et essayer de prendre des bonnes décisions qui vont être bénéfiques et vertueuses pour l'entreprise et donc pour son scope 3. Il y a plusieurs leviers qui sont activables. Je vais uniquement les citer, mais en gros, ce sont des politiques opérationnelles. Par exemple, les politiques liées au voyage d'affaires, dire en fait on ne prend plus la business, on ne prend que l'économie, ou on en fait beaucoup moins, engager ses clients, donc en leur disant recycler le produit, faites attention du coup à la consommation, ne pas le laisser brancher toute la nuit, enfin des choses comme ça. Engager ses fournisseurs, donc en gros il y a tout un process pour engager ses fournisseurs. Je pense que ça fera l'objet d'une grosse partie du webinaire de demain, mais qui est assez intense et assez challengeant pour une entreprise d'engager ses fournisseurs. Mettre en place une politique d'achat bas carbone. Les achats, c'est très souvent une immense majorité du scope 3 des entreprises. Donc, il faut passer par une politique d'achat bas carbone, et c'est-à-dire choisir ses fournisseurs, choisir ses produits, choisir ses approvisionnements en ayant en tête le carbone. Designer ses produits et services. Pour cela, penser Life Carbon Assessment, intégrer les grands principes de l'économie circulaire, l'investissement responsable, qui est du coup plus les entreprises qui investissent dans le secteur financier ou d'autres entreprises qui investissent du coup dans d'autres entreprises, avoir une stratégie d'investissement responsable. Et enfin, le plus compliqué, le plus challengeant, mais en même temps le plus impactant, c'est vraiment de repenser son business model. Et donc pour ça, il y a plusieurs tricks. En gros, il y a le trick du coût interne carbone. En gros, on se fixe un coût du carbone et ce coût du carbone va du coup influer toutes les décisions de l'entreprise.
augmenter la durée de vie de ces produits, ce qui a vraiment un impact sur par exemple, le prix que va payer le client, offrir des services différents. Par exemple, pour une entreprise qui, par exemple, qui produit des voitures, elle va pouvoir, par exemple, proposer, simplement produire la voiture, des services annexes d'autopartage qui vont faire en sorte, en fait, que l'impact général de l'utilisation des voitures va drastiquement diminuer. Et ce, juste en proposant un service supplémentaire. Optimiser sa logistique, etc., etc. On a vu que pour arriver au moins 90% que demande le SBTI, c'est absolument essentiel de repenser son business model. Au moins 90% ne peut pas être atteint. Enfin. Merci Anaïs. On va conclure sur le sujet de la compensation et de l'achat crédit carbone qui peuvent être des sujets un peu controversés. Comment intégrer l'achat de crédit carbone à sa stratégie de mitigation et justement quelles sont les précautions à prendre quand on est une entreprise? Ouais. En fait, effectivement, les crédits de carbone font l'objet de beaucoup de controverses en ce moment. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, est-ce qu'on va vraiment acheter des crédits de carbone? Il y a beaucoup d'articles qui sortent pour dire que en fait, c'est pas efficace, que ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent contre l'achat de crédit carbone. En fait, il faut un peu séparer le bon grain de l'idée quand il s'agit de crédit carbone. Il faut faire très attention à ce qu'on achète parce que c'est vrai qu'il y a des crédits carbone qui n'ont pas d'impact et il y en a qui ont un énorme impact. Le SBTI insiste sur l'importance des crédits carbone et sur le fait que même si sa stratégie de réduction des émissions, c'est le plus important, il faut aussi, c'est absolument essentiel d'investir dans la mitigation pour ne serait-ce par exemple que protéger la forêt amazonienne qui est en train de devenir un énorme émetteur de carbone, que ce soit un poumon de la planète, ce qu'on appelle auparavant poumon de la planète, en fait, c'est plus vraiment le cas, mais c'est absolument essentiel de protéger ces écosystèmes-là pour pouvoir sauvegarder le climat. Et là, l'entreprise, le seul rôle qu'elle peut jouer là-dessus, généralement, c'est acheter des crédits carbone, tout simplement. Je vais citer du coup la position du SBTI parce que ils sont assez clairs sur le sujet, je trouve. Ils disent, toujours en anglais, recognizing the importance of the coming decade in addressing climate change, the SBTi recommends that companies prioritize near-term science-based targets, followed by securing and enhancing carbon sinks, and terrestrial, coastal, and marine, etc., to avoid the emissions that arise from their degradation. There is also a critical need for companies to invest in nascent GIG removal technologies, for example, direct air capture and storage, so that the technology is available to neutralize residual emissions at the long-term science-based target date. En fait, le SBTi dit que, en gros, les étapes 3 et 4 du SBTi, ce qui est de mitiger les émissions de CO2 hors de sa chaîne de valeur avant l'atteinte de son objectif SBTi est absolument nécessaire et que c'est également nécessaire d'investir dès aujourd'hui pour que les technologies soient prêtes en 2050 pour pouvoir absorber du carbone de l'atmosphère. Quand est-ce qu'il faut acheter des crédits carbone? Effectivement, le SBTi dit également, du coup, il y a deux phases. Il y a sur la transition du net zéro, donc c'est son objectif numéro 3, Mitigation Beyond Value Chain, et at net zéro, donc du coup, à l'atteinte de l'objectif pour neutraliser ses émissions. Ce qui est extrêmement important de distinguer quand il s'agit de crédits carbone, c'est qu'il y a deux sortes de crédits carbone. Il y a les crédits carbone qui sont liés à des projets de réduction ou d'évitement des émissions. Il y a les crédits carbone qui sont liés à des projets d'absorption de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et là-dessus, du coup, c'est très important de bien choisir vers lesquels on veut aller. Le SBTi préconise d'acheter les deux, mais dit en gros que seule l'absorption permet de neutraliser des émissions à l'arrivée et donc de vraiment arriver au net zéro. Les précautions qui sont à prendre, en fait, le GIG protocole est en train de produire un document qui se focus du coup sur les émissions liées au secteur de la foresterie, de l'agriculture, etc., et l'utilisation de la terre. Et en gros, ils sont en train, là il y a un draft qui est sorti, et donc les critères de qualité qui sont sur la feuille qui vous est présenté proviennent de ce document-là.
les critères de qualité qui ont été identifiés sont l'additionnalité, c'est-à-dire qu'il faut que l'achat de crédits carbone euh, permette directement les projets et que, en gros, les projets ne soient pas possibles sans l'achat de ces crédits carbone. Il faut l'utilisation d'une baseline réaliste, c'est-à-dire que la baseline, c'est qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu l'achat de ces crédits carbone, s'il n'y avait pas eu ce projet. Donc, il faut que la baseline ne soit pas, en gros, le scénario catastrophe pour gonfler, en gros, le carbone évité ou le carbone absorbé de l'atmosphère. Il faut que ces émissions, enfin, il faut qu'il y ait un référentiel du coup en fait associé, pardon, pas un référentiel, un registre associé à l'organisme qui émet des crédits carbone pour qu'il n'y ait pas de double comptage, pour pouvoir bien compter ce qui rentre et ce qui sort. Il faut que le potentiel de stockage soit stable, c'est-à-dire faut pas que le carbone en gros puisse être réémis à court terme dans l'atmosphère une fois qu'il a été stocké. Il faut éviter le déplacement en gros du problème, c'est ça, enfin, ce qu'on appelle du coup l'approche conséquentielle, c'est-à-dire qu'il faut éviter que en fait du coup la déforestation ne se passe pas au point A mais au point B. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut éviter du coup le double comptage des émissions entre les différentes entreprises. Donc, il faut bien sûr qu'une entreprise qui achète un crédit carbone le retire du registre et ensuite il n'est pas possible que notre entreprise puisse l'acheter. Il faut que tout ça puisse être vérifié par des tiers indépendants. Il faut une gouvernance claire et transparente des programmes du coup, qui encouragent, des programmes qui encadrent l'émission de ces crédits carbone. Et il faut que l'émission de ces crédits carbone et les projets n'affectent pas d'autres sphères de la RSE, donc ce qu'on appelle le principe du do not harm. En fait, il ne faut pas que du coup les projets affectent d'une manière ou d'une autre, par exemple, des populations locales dans les zones tropicales, la qualité de l'eau dans certaines zones, etc., etc. J'ai une question justement d'un participant qui nous demande, qui te demande, est-ce que l'on a en 2023 des projets de capture de CO2 qui soient au point? Les technologies existantes rejettent plus de CO2 pour leur création qu'ils n'en capturent. C'est vrai, aujourd'hui, les solutions ne sont pas encore au point et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il faut investir. Toute technologie passe par là, passe par plusieurs phases de développement. Au début, c'est pas du tout efficace et ça prend plusieurs années pour que ça devienne efficace. Ça a été le cas pour les énergies renouvelables, ça a été le cas pour n'importe quelle technologie et c'est pour ça que les investissements sont nécessaires. Merci beaucoup, Anaïs. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. On en a beaucoup, notamment des participants qui nous posent la question de comment on fait quand on a une petite structure, qu'on n'a pas de direction RSE, pour s'engager sur la voie de la décarbonation. Est-ce que tu aurais des recommandations? Faire les choses dans l'ordre, commencer par son bilan carbone. Ensuite, du coup, fixer un objectif court terme SBTI avant tout, c'est-à-dire essayer de calculer en fait à partir de son bilan carbone quel potentiel de réduction on peut atteindre et regarder s'assurer que ça correspond aux critères du SBTI et donc à ce moment-là il faut se plancher la documentation. Ou alors faire appel à un consultant qui va le faire à votre place. Oui, parce que vous l'avez compris, le sujet est très complexe et technique. Comme le disait Anaïs, il faut beaucoup étudier la question et pratiquer sur le terrain pour pouvoir avoir une vraie expertise du sujet. Et si l'entreprise n'a pas les ressources en interne ou les expertises en interne, il vaut mieux passer par un consultant spécialisé. Une dernière question sur le crédit carbone. Comment s'assurer de la qualité réelle des crédits carbone, sachant que certains grands organismes certificateurs ont été mis en cause récemment? Oui, c'est vrai, effectivement. Pour l'instant, en fait, une entreprise n'aura pas vraiment le choix que de faire confiance aux garanties que donnent, par exemple, les grands gold standards, Verra, sachant que du coup, il est possible quand même de challenger la communication de ces organismes-là au regard des critères de qualité qui ont été identifiés très récemment par le GHG Protocol et que je vous présente ici. Donc, si vraiment on veut s'assurer de l'efficacité des produits qu'on achète, il faut pouvoir vérifier ces critères. Et généralement, les organismes affichent dans leurs documents
comment ils répondent à ces critères-là. Ne pas faire autrement. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ouais. Et dernière question, voit-on des normes arriver pour calculer son impact biodiversité équivalent à l'impact GES? Il y a des normes, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup, mais je sais qu'il y a des normes. Le SBTI a sorti du coup ou est en train de sortir, en fait, je ne sais même pas, je suis désolée, son référentiel sur la biodiversité, mais je pense savoir que il est assez challengeant et très complexe, en tout cas la version draft. Donc c'est encore en cours. Il y a une norme ISO qui est sortie sur la biodiversité. Je ne me souviens plus du numéro, mais vous pouvez regarder là ça. Parfait. Allez, encore une dernière. Ah bah, quelqu'un vient de Frédéric qui nous répond SBTN pour la biodiversité. Exactement. Voilà. Et une dernière, label bas carbone versus normes internationales, point d'interrogation. C'est une grande question des Français, évidemment. Le label bas carbone, c'est des instruments qu'on appelle des réductions d'émissions, qui sont, il me semble, assez qualitatifs. J'avais regardé ça récemment du coup, pour un client justement qui se posait la question, est-ce qu'on peut utiliser le label bas carbone pour sa stratégie de mitigation, pour la maîtrisation de ses émissions? Et oui, c'est possible. Il faut toujours s'assurer du coup qu'on est bien dans la bonne catégorie de crédit et qu'on est bien sur de l'absorption de CO2 dans l'atmosphère et pas sur de la réduction ou des évitements quand il s'agit de neutraliser des émissions. Les labels bas carbone, la plupart, encore aujourd'hui, sont liés à des projets d'agroforesterie et donc qui répondent à ce critère-là et qui répondent aux critères de qualité pour la plupart. Très bien. Merci beaucoup, Anaïs. Merci pour cette intervention. Le replay sera disponible sur le site de People for Impact. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page actualité. On vous donne rendez-vous demain à 12h pour le 3e et dernier numéro de ce Trajectoire for Good dédié au sujet carbone. Et on aura le plaisir d'accueillir Nina Donard qui va nous parler du scope 3 et comment mobiliser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.